Bonjour les amis, il était une fois Kenosha. Kenosha est une ville située entre Chicago, dans l'état de l'Illinois, qui est une très grande ville bien connue, et Milwaukee, qui est une grande ville dans l'état voisin du Wisconsin. Donc Kenosha est dans le Wisconsin, mais à cheval euh, entre donc, le Wisconsin et l'Illinois. Donc c'est une ville moyenne et il s'est passé quelque chose d'assez dramatique l'année dernière dans la suite des événements qui ont eu lieu à Minneapolis, qui est une ville. Le Minnesota est un État juste à côté. Hein. Bon, évidemment, il faut tenir compte des distances monstrueuses aux États-Unis, mais disons que c'est effectivement assez proche géographiquement. Et donc avec le drame de George Floyd et de la mort de George Floyd. Donc Kenosha, il s'est passé aussi quelque chose de dramatique. Un, un noir américain donc, qui avait un long passé criminel a été abattu, donc il n'est pas mort, hein, il a été blessé grièvement par la police alors qu'il résistait à une arrestation après avoir commis une agression chez une femme, etc. Bon, donc je ne veux pas trop détailler parce que c'est pas ça le plus important. Donc il a été blessé grièvement et évidemment très très vite des émeutes ont éclaté dans cette ville de Kenosha. Des émeutes menées par les Antifa, BLM, etc. Mais c'est juste le point de départ parce que c'est pas le plus intéressant dans cette affaire. Le plus intéressant, c'est que évidemment il y avait d'un côté des gens qui voulaient détruire les commerces, les véhicules, les biens des gens et même agresser ou même tuer des gens. Et il y a quelques personnes qui ont voulu protéger ces biens. Soit parce qu'elles étaient impliquées directement, c'était des propriétaires de commerces, etc. Ou alors des gens qui travaillaient dans ces commerces. Et parmi ces gens-là, il y a un jeune homme, qu'on va appeler Kyle, hein, parce que c'est plus simple de l'appeler par son prénom. Un jeune homme de 17 ans qui possédait une arme et qui est allé donc à Kenosha protéger les commerces, notamment un commerce de véhicules d'occasion pour lequel il travaillait. Alors ce garçon possédait, je vais être très précis, il possédait un fusil, dit fusil d'assaut, on appelle ça un AR-15, et il est allé là-bas donc parce que les violences étaient telles que pour se protéger, il fallait avoir une arme. Évidemment, il s'est fait agresser par trois types, des Antifa, des BLM, ou tout simplement des criminels, comment je peux dire, des criminels plutôt connus et qui cherchaient qu'à casser et blesser et piller. Et ces gens-là ont vu ce garçon, ils ont voulu probablement le tuer ou le blesser grièvement. Et il s'est défendu, il a utilisé son arme, il en a tué deux et il en a blessé un autre. Voilà. Et donc c'est son procès qui a lieu en ce moment. Un procès assez intéressant que j'ai pas suivi de près parce que j'ai pas le temps, mais pour ceux qui parlent anglais et qui ont des connaissances juridiques et surtout en droit pénal américain, ça vaut la peine de regarder, parce que les procès sont publics aux États-Unis. Enfin, je veux dire par là qu'ils sont retransmis publiquement à la télévision et sur Internet. C'est très intéressant. Bon, pour ceux qui suivent les séries comme Perry Mason ou LLO, bon, d'accord, c'est un petit peu moins spectaculaire et un petit peu moins glamour, mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je passe sur les aspects purement juridiques, sur la légitime défense, comment on définit la légitime défense aux États-Unis, parce que c'est très différent, chaque État est différent. Disons que pour être très général, on peut dire que dans certains États, le simple fait que quelqu'un menace suffit pour utiliser une arme contre cette personne. C'est par exemple le cas de la Floride. Hein, je schématise grossièrement, hein, pour aller plus vite.
Par contre, dans certains États, on demande aux gens d'essayer d'éviter le conflit et de se retirer dans tous les cas de figure. Hein, c'est le cas par exemple à New York. Maintenant, alors je ne suis pas pénaliste, donc je ne peux pas vous donner plus de détails. Hein, je fais ça en fonction de mes connaissances. Maintenant, quand on est impérativement menacé d'être blessé grièvement ou d'être tué, là évidemment, le seul recours qu'on ait, c'est l'utilisation d'une arme. Et c'est dans ce cas de figure, à mon avis, que Kyle a utilisé son arme. Enfin, c'est d'après ce que j'ai compris. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, mais que faisait la police à ce moment-là? Et bien justement, la police n'était pas là. Parce qu'en parallèle de ces émeutes, il y avait tout un mouvement qu'on a appelé Defund the Police, c'est-à-dire couper le budget de la police, voire arrêter d'avoir une police. Et ce mouvement était particulièrement bien représenté dans les médias, avec tous les jours des dénonciations de violences policières, réelles ou présumées, hein. Plus souvent présumées, il faut être honnête. Et donc ça a donné aux policiers le moyen de ne pas rentrer dans ce genre de maintien de l'ordre pour éviter justement qu'on leur reproche d'utiliser des moyens létaux ou violents pour réprimer les violences. Donc ils ont laissé faire, pour être très général. Par contre, et ça on a appris ça dans le procès de Kyle, le FBI avait des drones et avait des hélicoptères qui filmaient les événements. Parce qu'on a découvert un petit peu tard, en défense de Kyle, que effectivement il était menacé d'être tué. Et donc ses avocats ont été en mesure de récupérer des vidéos qui avaient été cachées jusqu'à présent et qui permettait en fait de clamer son innocence, de prouver son innocence. Alors pourquoi est-il poursuivi en justice? Pas parce qu'il a utilisé la légitime défense, mais parce qu'il est accusé de meurtre. Donc on soupçonne qu'il aurait provoqué ces événements et qu'il aurait évidemment tué ces gens-là de sang-froid. Bon, il faut savoir que l'un de ceux qui a été tué était un violeur de mineurs et qu'il était repris de justice plusieurs fois. Type violent, bon. Donc c'est pas des gens, disons, alors ça n'excuse pas évidemment un meurtre, hein, on peut pas s'amuser à tuer n'importe qui sous prétexte que ce sont des repris de justice, évidemment. Mais ça donne le contexte. Ces gens-là se sont insérés dans des émeutes pour peut-être satisfaire leur soif de crime ou... On ne sait pas, hein, ils sont morts, on ne peut pas les interviewer, on ne peut pas les questionner là-dessus. Alors, il y a quelques points qui sont intéressants et que je voudrais évoquer ici rapidement, hein, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. On a accusé Kyle d'être un suprémaciste blanc. Il faut savoir que toutes ces victimes étaient des hommes blancs. Bon, donc ça tombe un peu à l'eau. On a évidemment, comme il avait une arme, on a estimé que c'était un terroriste domestique, comme on dit, hein, un terroriste local, alors que bon, il n'a jamais été impliqué dans des milices, quelles qu'elles soient. On lui a reproché aussi, assez bizarrement, d'avoir traversé une frontière entre deux États pour aller tirer sur des gens, hein. Alors évidemment, c'est pas vrai, puisque son père vit à Kenosha, ses parents sont divorcés, et donc il vit pratiquement la moitié du temps à Kenosha et l'autre moitié dans l'Illinois, de l'autre côté de la frontière. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi un garçon de 17 ans a une arme? La législation est claire, il n'y a pas forcément de limite d'âge dans la possession d'une arme. Ça dépend du type d'arme, évidemment. Il y a des armes qui sont plus ou moins réglementées, comme par exemple des pistolets. Mais il avait un fusil qui était effectivement légaux, même pour un garçon de 17 ans dans le Wisconsin.
Alors pourquoi a-t-il été poursuivi si on est dans un cas de pure légitime défense, sachant que le procureur savait, était en possession de ces vidéos qui innocentaient de crime ce garçon, Kyle? Eh bien, tout simplement par pression publique, euh, ou plutôt par pression des médias, et aussi probablement parce que ce procureur, alors j'ai pas vérifié cette information, donc c'est une hypothèse que je vous donne, hein, aurait été, les procureurs sont aussi élus euh, lors d'élections. Ce procureur, enfin la campagne de ce procureur, qui est un nul parfait, hein, il faut voir les vidéos pour voir quelle idiotie il peut raconter pour essayer de convaincre le jury de condamner Kyle, aurait été financé par une association financée par Soros. Bon, ça encore, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est à vérifier. J'ai pas fait d'enquête personnelle, mais je pense que c'est plausible. Soros et les associations qui financent ont poussé énormément de candidats qui sont soi-disant des procureurs progressistes ou progressifs, je ne sais pas comment dire d'ailleurs, et qui ont fait leur preuve de leur incompétence, mais de leur partialité politique. Le dernier point que je voudrais évoquer avant de terminer cette vidéo, c'est le rôle du juge. Alors je ne peux pas vous faire un cours de droit pénal, le rôle du juge, le rôle du jury, etc. Mais le juge a un rôle de filtre. Il filtre les preuves qui sont données pour estimer que la personne poursuivie est coupable ou pas. Mais c'est le jury qui détermine ça, qui détermine la culpabilité, mais sur des preuves qui sont estimées recevables ou non recevables par le juge. Donc c'est pour ça qu'il y a la présence d'un juge comme en France d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Donc en fait c'est assez intéressant. Et le juge est quelqu'un d'assez intéressant, qui est très neutre dans l'affaire, mais à qui on a reproché des tas de choses, notamment la sonnerie de son téléphone, son attitude vis-à-vis du procureur, etc. Bon, par exemple, il a empêché le procureur d'interpréter le silence de Kyle lorsqu'il a été arrêté. Lorsqu'on est arrêté aux États-Unis par la police, on a le droit de rester silencieux. Hein. Vous avez tous entendu parler de Miranda. Donc Miranda, c'est ce qu'on lit à la personne qui a été arrêtée. On lui explique qu'il a le droit d'avoir un avocat, qu'il peut rester silencieux lorsque la police l'interroge. Hein. Ça fait partie des principales lignes que la police doit réciter à l'accusé lorsque celui-ci est arrêté. Donc Kyle a décidé de rester silencieux, ce qui est son droit constitutionnel. Hein. Il n'y a pas de contestation là-dessus, et le procureur voulait interpréter son silence comme étant un aveu un aveu du crime. Bon, c'est ridicule bien sûr, mais le juge a été extrêmement violent, verbalement évidemment, contre le procureur, en disant mais comment vous pouvez utiliser cet argument alors que ça fait 50 ans, le Miranda Case, c'est à peu près il y a 50-60 ans, a été extrêmement bien établi par la Cour suprême des États-Unis. Bon, donc tout ça c'est très intéressant. C'est un cas, je ne sais pas si dans les facs de droit on va utiliser ce procès pour dire aux étudiants en droit, surtout ne faites pas ça si vous êtes procureur, parce que c'est ridicule et c'est contre-productif. En fait, le procureur a aidé la défense énormément. Bon, alors, on n'a pas encore le résultat le jury aujourd'hui est en délibéré. On saura peut-être à la fin de la journée, peut-être demain. Peut-être vous le saurez, peut-être vous le saurez pas. Regardez un petit peu les news. Mais mon pronostic, c'est que Kyle va être blanchi de toute accusation et qu'on va reconnaître la légitime défense. Donc il y aura une exemption de meurtre. Parce qu'en fait, la légitime défense aux États-Unis est une exemption du crime de meurtre. Du crime de meurtre. Donc bon, j'espère pour lui, c'est un jeune garçon.
même s'il est dans son droit d'avoir utilisé son arme pour se protéger, ce sera un traumatisme pour lui pour pratiquement toute sa vie. Donc c'est pas innocent, c'est pas neutre. Mais d'un autre côté, bon, s'il est innocenté pénalement, ce sera probablement une bonne chose pour lui. Maintenant, il peut être aussi poursuivi civilement, hein. C'est ce qui s'était passé pour O.J. Simpson, blanchi devant un jury d'assises, mais condamné dans un jury civil. Bon, j'espère qu'il ne sera pas poursuivi en civil, mais s'il est poursuivi en civil, j'espère qu'il a une bonne assurance pour couvrir tout ça. De toute façon, bon, il n'est pas solvable, c'est un gamin de 18 ans, donc il n'a pas de bien, il n'a rien, donc bon, je pense pas que ce soit très utile pour la défense, pardon, pour les victimes, entre guillemets, de poursuivre civilement Karel, mais on peut jamais savoir. Les gens sont tordus. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne pense pas que vous aurez énormément d'informations sur ce procès en France. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Faites tourner les vidéos. Parlez-en autour de vous. Ça m'aide et ça peut aider beaucoup de gens à comprendre le système américain qui est encore bien mystérieux pour beaucoup de Français. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt les amis.